Bonjour à tous, bienvenue dans ce 17e balbutiement, Agora virtuel, mais Agora où on va discuter en direct avec tous ceux qui sont connectés. Voilà, on va parler ce soir du thème du travail. Donc c'est un balbutiement à thème ce soir. Prévenez vos amis, il est encore temps pour qu'ils puissent nous rejoindre. Envoyez un petit message, un petit texto, un petit tweet, un petit truc sur Facebook. Prévenez vos amis qu'on est parti pour plus d'une heure pour discuter du travail tous ensemble. C'est un thème citoyen. C'est un thème qui nous touche tous. Et là, dans les 3 minutes qui viennent, on va juste se dire bonjour. Et c'est Leïla qui ouvre le bal. Salut Leïla, tu es en direct, donc je lis vos commentaires. Benjamin Depeux, voilà, bonjour tout le monde. Il est 22h22, 23 maintenant. Et je mange du miel, le travail des abeilles. Cathy, salut, Almac, salut, bonjour tout le monde. On passe toujours nos... Salut Nadja. On passe toujours nos 3 premières minutes à se dire bonjour, salut, ouais, au travail. Ah, je prends du miel là, je prends du miel dans mon thé, ce qui m'arrive rarement, mais je sens qu'il va falloir que ça phosphore là-haut. Et c'est vrai que l'anti-balbutiement d'hier que j'ai dû effacer de Facebook parce que c'était vraiment une expérience à vivre et pas à archiver. C'était intéressant, une expérience intéressante, mais bon là, bref, j'ai besoin de miel. Ceux qui ont vécu cet anti-balbutiement peuvent comprendre, c'était hier soir, tard. Ah, tu restes pas Fatou, c'est dommage. Éléonore, bonsoir. Sophie, salut. Edouard, Claudine, Frédéric, tout le monde est là. J'entends encore 1 minute ou 2 et après on part sur ce magnifique thème du travail. Ça c'est typique russe, vous voyez ce truc. Salut Lo. Alors, c'est un thème intéressant de temps en temps. Salut Valérie. De temps en temps, salut Mao. De temps en temps, salut Gérard. De temps en temps, salut Kader. De temps en temps, salut Alex. De temps en temps, salut Féroce. De temps en temps, on peut parler. De temps en temps, dans les balbutiements, qui sont normalement non thématiques et qui sont vraiment connectés à l'improvisation, je vous réponds en direct et on discute comme ça en direct. Moi, je réponds en vidéo et vous écrivez des messages avec toujours 60% de planqués, voire 70% de planqués qui assistent au truc sans vouloir participer. Mais tous les goûts sont dans la nature. Bonjour tout le monde, je ne vais pas passer mon temps à vous énumérer. Vous voyez d'ailleurs défiler sur vos propres écrans. Donc de temps en temps, on va faire des balbutiements thématiques. On en a déjà fait un, je crois que c'était le 14e, je ne suis pas sûr, sur le thème du conspirationnisme. Et ce soir, nous ouvrons un thème vraiment qui nous touche tous, un thème passionnant, un thème vraiment qui est une des grandes notions de la philosophie, c'est le thème du travail. Alors ce thème du travail, il résonne, Hélène, oui tu étais à l'anti-balbutiement, d'accord. Ce thème du travail, il résonne vraiment beaucoup avec les manifestations anti-projet de loi El Khomri. Mais ce thème-là nous touche dans l'actualité, dans notre chair, à chaque fois profondément, parce que s'il y a bien un thème qui nous unit tous, c'est le fait de devoir travailler, parfois la larme à l'œil, parfois les cernes sous les yeux, parfois avec la joie de trouver son travail épanouissant. En tout cas, ce thème est un thème qui nous fédère tous. Alors, on va parler, oui, du burn-out, Hélène. Je vois que c'est un thème qui vous intéresse. J'ai eu pas mal de messages privés, puisque j'ai annoncé ce balbutiement il y a longtemps, qui m'ont parlé du stress, du burn-out. Et c'est vrai que c'est une réalité dans le travail. C'est une véritable plaie, cette orchestration du stress, des rumeurs, ce management absolument inhumain qui a parfois lieu dans certains grands groupes, y compris des grands groupes d'où viennent nos chers ministres. Lorsque vous voyez des films comme Les Loups de Wall Street, vous voyez révéler une sorte de cynisme vis-à-vis du bas peuple, vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des travailleurs, un cynisme absolument éhonté oui, on va parler du harcèlement aussi, Cécile. Un cynisme absolument éhonté alors que dès qu'il y a des caméras qui sont allumées et des micros qui sont tendus, ces mêmes cyniques absolus qui se foutent de la gueule du monde, utilisent une communication onctueuse, pleine d'empathie et pleine de choses consensuelles et de langue de bois pour enfumer tout le monde. Le burn-out, on en parlera, Jérémy, ça a été dit au début. Moi, ce que j'aimerais, là, pour commencer, vous êtes 169, ce que j'aimerais, c'est que chacun puisse
puisse dire 2-3 mots sur son travail, voilà, sur son travail, et qu'on essaie d'arriver à une définition dans les quelques minutes qui viennent. On ne va pas s'éterniser à faire de la philosophie de terminale, c'est-à-dire 5 heures sur une définition. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on essaie de trouver des solutions au chômage, trouver des solutions au mal-être au travail, trouver des solutions même à nos propres vies, dans nos propres reconversions professionnelles, trouver des solutions citoyennes, néo-résistantes, des solutions pour changer, des solutions pour évoluer, des solutions pour travailler mieux et créer des liens authentiques. Alors, quel est votre travail, très cher, et quels sont les domaines dans votre travail que vous aimeriez analyser ensemble? Donc n'hésitez pas à mettre une anecdote, quelque chose qui vous a choqué dans les derniers mois de votre profession, des choses qui ne vont pas, des choses qui ne fonctionnent pas. Parce que s'il y a bien un point de départ sur cette notion de travail, c'est qu'on sent, même si Wafa nous dit qu'elle est orthophoniste, psychologue et que c'est un vrai plaisir, on a vraiment quand même l'impression que il y a une douleur dans cette notion. Il y a une douleur. Et même si Wafa, tu es très heureuse, je suis sûr que tu as des amis autour de toi, en Tunisie ou ailleurs, des amis qui souffrent. Et quand on leur dit travail, on leur dit souffrance. Ça renvoie à la fameuse étymologie tripalium, qui était un instrument de torture. Hélène, puisque je vais évidemment lire vos commentaires, Hélène dit « Je travaille dans la presse pour gagner ma vie et j'essaie d'être artiste à côté et je suis en crise. » Car je fais un grand écart. Très intéressant, cette idée d'un travail qui ne correspond pas à nos attentes personnelles, à notre capacité de nous épanouir, et finalement cette idée qu'il faut combler ce temps un peu perdu par du temps plein, du temps gagné pour soi. Donc on voit bien qu'en fait la logique n'est pas l'opposition entre le loisir et le travail, qui est une opposition qui a beaucoup compté dans les années 70, même depuis les années 60. Mais en fait, l'opposition, elle est entre travail épanouissant et travail qui nous bouffe la vie. Et je crois vraiment que c'est un très bon point de départ. On est passé d'un paradigme qui voyait dans le travail quelque chose de l'ordre d'une aliénation, d'une souffrance, et dans le loisir quelque chose de l'ordre du repos. Et aujourd'hui, on ne voit pas les choses comme ça. Moi, je l'analyse sur le terrain, puisque je fais beaucoup d'interventions dans des milieux professionnels, beaucoup. Et aussi, je l'analyse avec le jeu du phénix, puisque c'est une sorte de sondage sociologique en temps direct. Le jeu du phénix, on pose des questions aux gens et on donne des réponses aléatoires. Mais les questions que l'on pose, parfois, ce sont les gens qui nous les proposent. Et lorsque des joueurs jouent à ce jeu, ils posent des questions qui sont proches de leur problématique actuelle, de leurs douleurs, de leurs interrogations. Et une des questions qui revient le plus souvent au jeu du phénix, qui est comme donc un sondage sociologique, c'est ma conversion professionnelle, comment je peux améliorer mon plaisir au travail, comment je peux faire pour le travail. Le travail est la question numéro 1 des Français, je peux le confirmer par cette idée du jeu. C'est le travail qui obsède les gens, c'est pas tellement les histoires d'amour, c'est pas tellement les histoires de cœur, c'est d'abord la question du travail. C'est une obsession nationale et c'est un problème pour la moitié de nos amis la plupart du temps. Tout dépend dans quel secteur vous êtes. Alors là, vous pouvez vous lire les uns les autres. Là, il y a beaucoup de commentaires qui arrivent. On est 177. Alex qui dit distinguer le travail de l'activité façon Albert Jacquard. Un peu. Le travail, c'est de la prose, de la contrainte pour les thunes. L'activité, c'est un plaisir, c'est de la poésie, etc. Alors oui, Alex, on peut faire ces distinctions-là, mais tu sais, il y a plein de personnes qui ont un travail qu'ils considèrent comme une activité au sens où tu le définis, c'est-à-dire que, et là c'est Kenneth Galbraith qu'il faut lire, l'économiste américain. Kenneth Galbraith explique bien qu'en fait, on ne sait pas de quoi on parle lorsqu'on parle du mot travail. Parce que pour des gens qui sont à la tête de leur boîte, qui s'éclatent, qui travaillent comme des fous furieux, c'est vrai qu'ils sont workaholiques au dernier degré, mais quand même, tout ce qu'ils font, c'est signer en leur nom, c'est leur boîte, ce sont leurs projets, ce sont leurs collaborateurs. Le plaisir de créer tout ça est sans commune mesure par rapport à celui dont le travail consiste à bosser à l'usine, à se lever très tôt le matin, à avoir des problèmes musculaires en pagaille, à tenir dans l'adversité de ce travail-là, avec en plus des supérieurs qui sont loin d'être tendres souvent et une gratification sociale qui est extrêmement pauvre.
On utilise le mot travail pour le patron de sa boîte et pour l'ouvrier, mais en fait, c'est effectivement un grand problème de distinction des termes. Et il faudrait redéfinir le travail. Il faudrait que là, dans ce balbutiement-là, on puisse, par vos témoignages et vos réflexions, on puisse arriver à une véritable redéfinition du travail. Je refuse d'appeler travail ces deux activités que je viens de mentionner. C'est pas possible, on doit trouver des mots différents. Alors activité, travail, on va voir quel mot on va trouver. Continuons un peu notre dialogue. Muriel nous dit photographe à 50% mais je m'ennuie. 17 ans avec le même patron, très gentil. Je m'épanouis rarement au travail, besoin de changement. Ce besoin de changement, c'est vraiment quelque chose que 50% de nos amis partagent. Et ça veut dire qu'il y a 50% de ceux qui travaillent, qui ne sont pas contents de travailler là où ils travaillent, comme ils travaillent. Et ensuite, on va nous parler évidemment du chômage, on va nous parler du chantage à l'emploi. Mais on voit bien que même lorsqu'on a un travail, on peut ne pas être du tout satisfait. On nous dit, tu dois t'estimer heureux, j'adore cette expression, tu dois t'estimer, mettre toi-même ta propre valeur, tu dois t'estimer heureux d'avoir du travail quand il y en a qui n'en ont pas ou qui triment 2 fois plus que toi. Bien non. Il y a 50% des gens, à mon avis, qui ne s'estiment pas heureux tout en ayant un travail qui leur permette de manger, de vivre décemment. On continue. Féroce nous dit « Service manager dans l'aérospatiale. Je produis du service des chiffres. Entre le client et mes collaborateurs, j'ai une place ingrate. Je suis arrivé à un point où je ne m'épanouis plus. » Regardez comme cette question que je soulevais, non pas de loisir et travail, mais de épanouissement ou travail, et l'opposé de l'épanouissement, c'est justement le travail, hélas. Et il faudrait qu'on réfléchisse ensemble pour imaginer en quoi pourrait consister un travail épanouissant. Épanouissant. Que serait un travail épanouissant? Je bosse dans la presse, dit Mao, j'ai l'impression de bosser à l'usine. Excellente remarque, toujours montrant la frustration connectée au bonheur. Le bonheur n'est pas au rendez-vous dans le monde du travail. Gérard, je ne travaille plus, je m'écrase. Quelle belle phrase, on a envie de la tweeter. Jérémy, croyez-vous à une paix, une entente au niveau du travail? J'ai 14 ans et est-ce que je dois m'inquiéter pour mon futur au niveau du travail? D'abord, Jérémy, à 14 ans, tu ne dois pas t'inquiéter pour ton futur. De toute façon, l'inquiétude est mauvaise conseillère. Tu dois t'informer, tu dois essayer de comprendre comment tu peux développer ta gourmandise de connaître, ta gourmandise d'apprendre. Tu dois avoir soif de t'engager dans la vie, mais certainement pas de t'inquiéter. L'inquiétude est très mauvaise conseillère lorsqu'on est jeune. Lorsqu'on est plus âgé, ça va, on fait avec. Hélène, je souhaite changer de job, et oui, et j'y travaille, c'est un double travail presque. 20 ans le même boulot au secours. Là, ce que tu touches, Hélène, comme point, c'est un peu notre introduction ce soir, c'est la mobilité finalement du travail qui va augmenter et l'idée qu'on aura plusieurs travaux, enfin plusieurs jobs dans une seule et même vie. On va vers cette idée d'une plasticité, je ne vais pas dire flexibilité parce que c'est très connoté politiquement, mais en tout cas d'une mobilité, d'un changement, d'une métamorphose de nos façons de travailler et de nos emplois tout au long de notre vie. Et là, il y en a plein qui disent bienvenue au club, etc. Alors, les commentaires ne s'affichent pas, Audrey, peut-être qu'il faut que tu renouvelles ta page. Karine, fonctionnaire après une carrière militaire, première carrière qui était un rêve d'enfant, pour lequel se lever était un plaisir de tous les jours, éclat total. Deuxième carrière plus triste, je lis la suite, et sans intérêt. Et donc là, on a envie de te dire pourquoi t'as arrêté la première carrière, qu'est-ce qui t'a fait arrêter. Mais en tout cas, ce que tu décris comme le job idéal, qui est une question obsessionnelle chez les Français et même, je pense, en Europe, cette idée du job idéal, c'est vraiment ce que tu décris. Une carrière qui était un rêve d'enfant, pour lequel se lever était un plaisir de tous les jours. Ça, c'est vraiment un indice, une éclate totale, tu dis, Karine. Donc ça veut dire que vraiment, le temps du réveil est un temps extrêmement philosophique pour penser le travail. Quand le réveil sonne, dans quelle humeur ça me met de devoir me laver, m'habiller, me préparer? Dans quelle humeur je suis? C'est vraiment l'indicateur, la prise de pouls qui permet vraiment de voir une indication sur est-ce que ce que j'ai fait de ma vie pour qu'elle soit un peu, je dirais, productive, rentable, intéressante, enrichissante, dans tous les sens du terme, est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Lorsque vous avez vraiment les pieds qui traînent le matin et que ça va être dur et que vous vous préparez avec du café
et avec beaucoup d'auto-persuasion, on peut dire vraiment que ce serait bien que vous puissiez changer de travail. Moi, toute ma scolarité, je l'ai fait avec cette ambiance-là, pour vous dire un peu l'humeur que j'ai vis-à-vis de l'école. Je trouve que l'école produit des enfants qui traînent le matin et qui n'ont pas tellement envie, à part quelques profs qui sortent du lot et pour lesquels on a envie de suivre, la plupart du temps, on est déjà dans cette ambiance à l'école, avant même de travailler, dans une ambiance de grisaille, dans une ambiance d'acceptation des règles sans discussion possible, dans une ambiance de stress d'être évalué, voire de harcèlement. Et donc on voit bien la continuité. Finalement, pourquoi on ne peut pas réformer l'école? Parce qu'on n'a pas réformé le travail. Et finalement, on doit préparer mentalement, on doit conditionner les corps et les réveils matins à ce qui va arriver quelques années plus tard aux jeunes que nous avons, aux jeunes qui vont à l'école. Et finalement, je me demande si il faudrait pas d'abord révolutionner le travail pour révolutionner l'école. Tout le monde dit que ça commence à l'école, j'ai l'impression que ça finit à l'école. Et qu'un mouvement sociétal qui vraiment trouve des façons enthousiasmantes de travailler, des nouvelles solidarités, et surtout, on va peut-être en parler, j'espère, sortir le travail des serres du capitalisme dégénéré, je pense que c'est l'école qui vivra les derniers éclats de cette révolution, ou autre chose si on veut l'appeler autrement. Les prisonniers du boulot, dit Gérard, font pas Dieuzo, mais c'est peut-être mieux comme ça. Carole, qui est assez mystique, nous dit « Je ne travaille pas, je réalise ma mission ». Il faut que tu arrêtes le jeu du Tao, Carole, ça fait du mal à la politique. Karine, j'ai quitté car fin de carrière. D'accord. Mehdi, quand on ne prend plus goût à aller au boulot, changeons. C'est si facile à dire, Mehdi, avec 3 points d'exclamation. C'est si difficile, non seulement soi-même de se persuader qu'on prend ce risque énorme de changer de travail, un travail pour lequel on est fait, on est formé, on a une expérience, on est reconnu, on touche un salaire, et pour se jeter dans le vide. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'étais professeur de philosophie à 23 ans. J'ai enseigné pendant 5 ans, j'avais mon petit salaire tous les mois et c'était assez agréable, mais je ne me sentais pas épanoui, j'avais envie de plus de choses, plus d'autres choses, et j'ai sauté le pas, j'ai démissionné de l'éducation nationale alors que je n'avais rien en face, j'ai galéré pendant 6 à 8 ans, 6, 7, 8 ans, ouais, 8 ans, on peut compter 8 ans, à écrire des livres dans un état de précarité extrême. Donc j'ai connu vraiment ce que c'était compter ses euros, et je suis très très content d'avoir connu ça. Mais donc j'ai pris ce risque-là, donc je l'ai vécu, cette reconversion professionnelle, même si ce que je fais aujourd'hui reste de la philosophie, c'est pas du tout être professeur de philosophie en lycée. Donc je suis content, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Donc les points d'exclamation que tu mets sont sympathiques, mais est-ce que la solution c'est de dire aux gens t'es pas content, tu changes? On dirait presque le mot d'ordre de tout exploiteur et marchand d'esclaves. Enfin, marchand d'esclaves, non, parce que l'esclave ne peut pas changer. Mais en tout cas, d'exploiteur qui finalement dit « Si tu restes, c'est que tu le veux bien ». Sophie, technicienne supérieure dans le tourisme, après avoir exercé dans l'aéronautique et spatiale en documentation d'entreprise, j'ai préféré retourner aux sources. J'ai laissé la vie de bureau aujourd'hui, dit-elle. Je vis de petits jobs dans le marketing et la gestion de gîtes en été. Très intéressant. Dis-nous un peu ton problème, donc Sophie. Ah, vous allez tellement vite, vous allez plus vite que moi. Frédéric dit quelque chose d'assez joli. Frédéric avec Q-U-E. Je m'épanouis au travail car j'apprends sur moi-même. Ça, c'est très intéressant. Le travail qui aurait presque une dimension philosophique, et je pèse mes mots. Et je pense que c'est une des grandes solutions que j'ai envie d'esquisser avec vous. Là, on est encore dans notre phase diagnostic du problème, mais on aura une phase dans 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Je vous propose qu'on entre dans une phase utopique. La jeunesse est dans la rue, elle est debout dans le froid. Les révolutionnaires entonnent des chants dans les mégaphones. Les youtubeurs sont déchaînés, donc il faut qu'on puisse contribuer en néo-résistants que nous sommes à ces changements-là. Donc nous devons un peu retravailler notre fibre utopique. Donc là pour l'instant on fait le constat grâce à vous et ensuite je vous demanderai de faire preuve d'une chose incroyable qui ne se conjugue pas hélas avec le travail aujourd'hui, faire preuve d'imagination. Alors, Lo nous dit, c'est ça, je voudrais être payé pour vivre mes passions à longueur de journée. Hein, c'est pas mal. Je comprends.
Wafa, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour avoir des sentiments de complaisance, de bonheur, de paix. Tout ce travail, tout conjoint, enfant. Alors inversons, commençons par développer les sentiments et tout le reste suivra. C'est joli, l'idée de travail des sentiments, j'aime bien. Et Benjamin nous dit, j'ai repris les études et j'aime bien. C'est aussi quelque chose des temps modernes qui va durer tout le 21e siècle. C'est qu'on va apprendre et on va se former tout au long de notre vie. Tout comme on va changer de travail tout au long de notre vie. Gracia, j'aime travailler, j'aime mon travail, même si je travaille trop. Et je vis cet espace aussi comme une micro-société où il s'agit de travailler sur soi tout le temps par rapport à la relation aux autres et à la relation à nos valeurs. Donc Gracia, là, tu touches vraiment un point que je développe et que je vais développer encore, la notion de valeur au travail. J'inverse complètement le paradigme des entreprises aujourd'hui qui consiste à dire on a trouvé nos 5 valeurs, nos 3 valeurs, nos 6 valeurs. Canal+, c'est 6 valeurs. Audi, je crois que c'est 3 valeurs. Voilà, chacun a des valeurs. Mars, c'est 5 valeurs. Chaque entreprise a mis ses petites valeurs avec des beaux mots bien ronflants que des pubards savent très bien choisir. Et ensuite, on demande aux gens de se conformer à ces valeurs-là et on paye des coachs pour qu'ils fassent un petit lavage de cerveau des gens pour qu'ils puissent se conformer à ces valeurs-là. C'est à mon sens un non-sens. C'est-à-dire que c'est complètement ridicule d'édicter des valeurs humaines et de demander aux gens de s'y conformer. On voit bien l'arnaque totale. Et moi, j'essaie d'inverser le processus en disant, si on veut savoir les valeurs qui sont réellement pratiquées dans l'entreprise, il faut sonder les gens. Il faut voir ce qu'ils ont dans le ventre, dans le cœur, dans l'âme, dans la façon de faire. Et donc, c'est pour ça que je développe Deep Pro avec Matt Caline, ma société, car je suis aussi entrepreneur. Le Nouvel Obs s'est fendu d'un article sur le business des intellectuels et je fais partie du business des intellectuels. J'ai créé Matt Caline. Mon but n'est pas un objectif capitaliste pur et certainement pas d'avoir plein d'actionnaires et de développer de façon folle un capital. Mon but est de pouvoir impacter le monde et notamment grâce à la philosophie par des billets autres que les conférences et les livres, ce que je fais déjà. Et donc voilà, j'ai essayé de conjuguer, j'essaye, c'est une aventure, de conjuguer philosophie, travail sur les valeurs, travail dans les secteurs professionnels et voilà, et cette aventure entrepreneuriale. Tout ça pour dire simplement que, et j'en prends conscience avec vous, en parlant avec vous sur ce thème, parce que j'en ai vraiment rarement parlé, c'est vrai que je suis entrepreneur. Voilà. C'est-à-dire que mon argent, celui que je fais en conférence notamment, c'est pas les livres qui font vivre, je le réinvestis, ou je l'investis, j'ose l'investir dans des aventures totalement risquées. Et avec grand plaisir, et c'est une aventure collective, on est 4, 5 à travailler, et c'est pas moi le patron, puisque j'ai donné ce rôle d'avoir une vision stratégique et économique et une vision de développement à une amie qui est au Vietnam, qui parle très bien français, qui s'appelle Ha Zhang, vous la croisez parfois sur mes posts, mais enfin, quand même, je dois dire qu'il y a de la philosophie, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de philosophes qui sont entrepreneurs. J'ai regardé un peu l'article dans le Nouvel Obs. C'est un article qui fait mal à beaucoup de monde. Il y dénonce le cynisme, il y dénonce l'appât du gain de certains. Franchement, j'aimerais pas être à la place de Frédéric Lenoir ou d'Atali et compagnie, parce que dans l'article, ils se font sérieusement sonner. Bon, moi, j'ai l'impression que je m'en sors plutôt bien, parce que bon, la journaliste en question a posé les bonnes questions elle m'a dit une chose intéressante, je vous la livre là. Elle m'a dit c'est bizarre parce qu'il y a d'autres philosophes comme ça qui ont créé une boîte, mais c'est juste pour facturer leurs prestations et ils font rien avec à part leurs conférences. Et vous faites des choses avec votre boîte et des choses assez ambitieuses. La première application smartphone sur les valeurs humaines, gratuite, qui va être gratuite, c'est totalement ambitieux. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille dessus. Et donc j'ai aimé ce mot qu'elle m'a dit, cette journaliste, en passant en revue tous les intellectuels. Elle m'a dit voilà, vous faites quelque chose avec votre boîte, c'est vraiment spectaculaire. Voilà. Donc ça m'a donné du courage. Mais c'est vrai que c'est intéressant, excusez-moi, je me sers aussi des balbutiements pour réfléchir sur moi. Il y a un côté psychanalytique dans les balbutiements. J'espère que vous ne voyez pas ça comme du narcissisme, mais c'est aussi pour que je puisse vous dire d'où je parle, pour être en transparence avec vous et que je puisse, voilà, puissiez savoir qui pense ce qu'il pense et
Et pour que vous compreniez un peu d'où je parle, c'est important parce que j'ai un avantage sur vous tous, c'est que je gère la lecture de vos messages, je réponds en vidéo, ce qui va 4 fois plus vite que d'écrire des messages, et je structure l'ensemble de la session. Donc cet avantage nécessite que je parle un tout petit peu de mon positionnement en termes d'intérêt, en termes intellectuels. Ce qui est intéressant, je finis là-dessus sur la parenthèse personnelle, c'est que je n'ai pas voulu diriger ma boîte. Voilà, Matt-Caline, ce n'est pas moi qui dirige. J'ai vraiment refusé ça. Donc, et pourquoi? Ça me fait entrer dans cette réflexion sur le travail, tout simplement parce que j'allais perdre ma fraîcheur. Et sans prétention, je pense que j'ai une certaine fraîcheur lorsque j'aborde des problèmes. J'essaye d'ailleurs de trouver des choses nouvelles à dire. Dans mes livres, j'essaye d'avancer l'état général de la philosophie, l'état du questionnement que je connais bien. J'essaie d'ouvrir des pistes, d'ouvrir des portes, de pouvoir dire des bêtises parfois, mais d'essayer de réfléchir après et de centrer tout ça sur l'imagination. Eh bien, j'ai l'impression qu'en étant entrepreneur, prisonnier des problématiques budgétaires, des problématiques de profit, des problématiques de commercialisation et de communication, j'ai l'impression que ça nuira directement à mon travail. Et voilà pourquoi je forme un duo qui marche très bien, je pense, avec Zhang, qui dirige Matt-Caline, c'est qu'elle prend son pied à être dans des problématiques entrepreneuriales. Elle a fait une grande école de commerce en Asie, une des plus grandes, et elle a dirigé Hermès Vietnam, Dior Vietnam, bon, rien à voir avec la philosophie, mais beaucoup à voir avec la France dans ce qu'elle exporte. Avec moi, c'est plutôt des idées, avec Hermès, c'est plutôt du luxe. Mais en tout cas, ces deux expériences se complètent. Et j'ai l'impression qu'un des grands problèmes au travail, ce qui fait qu'on n'est pas bien, ce qui fait qu'on ne se sent pas dans l'épanouissement que le travail pourrait promettre, bien sûr, il y a des questions de salaire, des questions d'organisation du temps de travail, du bureau, mais il y a aussi l'idée de partenariat qui ne marche pas. L'idée de collaborateurs qui ne sont pas complémentaires, l'idée finalement d'un drame de la solidarité dans les espaces de travail. Simplement, non seulement une solidarité de classe, ou en tout cas hiérarchique, il n'y a pas de solidarité dans les différentes strates hiérarchiques, mais aussi une solidarité entre collaborateurs simplement par le fait de travailler dans la même aventure. C'est une réflexion à mener. Mais je ne veux pas monopoliser la parole, je vais revenir et lire pendant encore 5-6 minutes vos commentaires. Un peu au hasard parce que je ne peux pas tout lire, il y en a qui font des remarques humoristiques. Si c'est vraiment drôle, bien sûr, je les lis, mais voilà, comprenez bien que vous allez très très vite, hein, là vous êtes 200, hein, donc j'essaie de faire un choix. Jean-Paul Gaillard, dit Vincent, Jean-Paul Gaillard dit que l'école sera le dernier rempart, le dernier endroit à résister au changement. Je le crois. C'est un endroit où l'on formate les jeunes. Bon, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Fran nous dit « Moi, j'en cherche du boulot ». Christine, responsable administrative, 22 ans, rachat de la société, j'ai fait partie des dommages collatéraux. Plus envie de faire mon ancien job, mais pas d'idée sur mon futur. Ça, c'est vraiment la situation la plus partagée en général. Très compliqué et problème de positionnement social. Eh bien Christine, vraiment je t'assure, lorsqu'on sonde un peu les Français, ils ont tous ton problème, le problème de positionnement, et même ceux qui sont au chômage ont aussi un problème de savoir aussi pour quel métier vraiment ils seraient faits, la plupart. Cathy, j'aime énormément mon travail, cadre dans un service social au plus près des personnes en difficulté, mais peu de moyens. Bah, Cathy, je pense qu'il y en a beaucoup qui partagent ton constat. Sophie Granet, les emplois dans le tourisme dans ma région sont sous-payés, pas de reconnaissance de diplôme. Oh, ça fait du bien du miel, c'est que ça cogite. Alors, Malika, je suis une éternelle étudiante, 3 points d'exclamation. Le besoin d'apprendre et ma soif de découvrir m'a longtemps empêché de me jeter dans le monde professionnel qui m'a toujours fait peur. J'ai un grand besoin de liberté, mais j'ai compris qu'on peut construire pas à pas sa vie pro, articulée avec sa vie perso et sa vie intérieure et intime. Mais donc, Malika, il faut que tu nous donnes ta recette, parce qu'il y en a plein qui essaient de faire exactement ce que tu as réussi à faire. Thomas, Vincent, pourquoi un pays avec un plein emploi serait un monde heureux? Je ne comprends pas le principe. Là, on va entrer dans l'économie.
Ce qui est sûr, Thomas, ce qu'on peut dire sur cette question-là, c'est que la notion de chômage est une notion qui est instrumentalisée idéologiquement. Marx en parle très très bien, et même si on n'est pas marxiste au sens communiste, syndicaliste encarté, Marx dit quand même de très belles choses sur ce chantage au chômage, cette armée de réserve, et finalement la peur qu'on a de se retrouver finalement sans emploi. Alors, je sais qu'il y a tout un mouvement néo-résistant, que je qualifie comme ça, qui consiste à dire, finalement, être sans emploi, c'est magnifique, hein. Le chômage est une immense opportunité pour renouer avec l'essentiel, pour sortir de l'impératif de la production, des perversions, finalement, de la démocratie, au bout du compte. Et tout ce courant est très intéressant. Et je pense que dans le bordel actuel lié à la loi El Khomri, qui est une loi évidemment très complexe, je me suis amusé à travailler dessus beaucoup. Je ne sais pas si on a envie d'en parler tous ensemble, mais allez-y, si vous voulez en parler, on peut en parler. Je maîtrise un peu le dossier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est complexe. Ça a été amorcé depuis pas mal d'années. Et là, tout d'un coup, on se réveille, on sort de notre torpeur, parce que c'est instrumentalisé politiquement, plutôt par la gauche et l'extrême, enfin la gauche, la vraie gauche. On dit l'extrême gauche aujourd'hui, mais en fait, c'est la vraie gauche. Et c'est intéressant que ça soit instrumentalisé. Je le déplore pas. Je suis en train de vous dire, je suis pas en train de vous dire, salauds de jeunes, ils sont debout dans la rue. Moi, je me réjouis que la jeunesse se réveille. Et simplement, il faut comprendre que c'est un prétexte, cette loi, un prétexte pour finalement reconsidérer la société et faire un nouveau mai 68. Je vous rappelle que faire un nouveau mai 68, c'est secrètement le rêve de 2 jeunes sur 3. 2 jeunes sur 3. Alors bien sûr, il y a 1 jeune sur 3 qui vote à l'extrême et qui est un peu un groupe qui est un peu désabusé, mais quand même 2 jeunes sur 3 sont prêts à un mouvement insurrectionnel de type mai 68, c'est-à-dire un mouvement néo-résistant, un mouvement philosophique, un mouvement de critique de l'état des choses et d'utopie pour demain. Donc moi, je me réjouis que les jeunes se réveillent. Je ne pense pas qu'ils se réveillent avec des idées sanguinaires. Je pense qu'ils ont envie tout d'un coup de se politiser, de se former. J'ai un ami qui vient du Sénégal, qui a 19 ans, qui passe son bac, et qui m'a dit récemment, Vincent, c'est quoi l'anarchie ? J'ai envie que tu me parles de l'anarchie. Je dis, mais tiens, pourquoi tu me poses ces questions-là ? Il m'a dit, bah écoute, j'étais à la place de la République à Paris, les jeunes étaient tous là, enfin tout le monde parlait avec tout le monde, c'était incroyable comme ambiance, nuit debout, ils inventent même un nouveau langage, au lieu de dire camarade, qui est très connoté, ils disent amarade, voilà, il y a un nouveau langage qui se crée, une nouvelle méthodologie, des idées qui circulent, et j'ai l'impression que l'anarchisme, en fait, c'est super intéressant, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas le bordel, c'est pas la chienlit, c'est une façon finalement de refuser l'autorité et qui va de pair avec l'autogestion. Et c'est vrai que quand on parle du travail, ne pas parler de l'autogestion serait un crime. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est énorme aujourd'hui, tant dans la classe pauvre, avec le pauvre, je parle au niveau global de la planète, avec le microcrédit, c'est une forme finalement d'autogestion, ou évidemment dans la classe favorisée, où là, l'autogestion, elle est tout le temps là, elle est permanente. Finalement, il n'y a que la classe moyenne qui se fait totalement enfumer, parce qu'elle, on lui dit, c'est le salaire, et l'autogestion, tu n'y penses pas. Et je pense qu'une des révolutions du travail, et les jeunes vont tomber dessus, et évidemment vont utiliser ça, et à mon avis, ce rêve avorté de mai 68 va renaître, c'est évident, on va vers ça, et les exemples de ce qui se passe en Argentine et dans d'autres pays nous montrent que l'idée de l'autogestion pour la classe moyenne est une idée qui va être fracassante, et elle est à inventer, elle est à créer, elle est surtout à dialoguer, à négocier, à philosopher. Et donc ce jeune, Aziz pour ne pas le nommer, me dit l'anarchisme c'est quoi? Donc je l'ai conseillé, je lui ai parlé des associations anarchistes au Zimbabwe, parce que sa grande question c'était est-ce qu'on peut être noir et anarchiste? Et c'est une question qui se posait, elle est assez naïve, et évidemment j'ai dit évidemment, t'es noir, t'es un être humain d'abord, et l'anarchie ne regarde pas la peau, regarde l'être humain. Mais c'est intéressant parce qu'on voit que dans les modèles et les représentations, pour un jeune Sénégalais venu à Paris, anarchiste c'est tellement nouveau, c'est tellement pas dans l'optique africaine, et certainement pas dans l'optique sénégalaise, où tout est assez hiérarchisé, où même il y a les confréries musulmanes qui sont extrêmement, les mourides, les tidjanes, etc.
d'anarchisme est une idée africaine. Alors je vais conseiller de lire Frantz Fanon, je l'ai conseillé de lire pas mal de trucs, mais tout ça pour vous dire que le simple fait qu'il ait côtoyé des jeunes sur la place de la République qui refaisaient le monde, le plonge dans une envie de s'investir politiquement, et ça c'est le début de la néo-résistance, vous voyez, c'est l'envie de s'investir, l'envie de trouver sa voie, et le travail est une des grandes questions. Il y a l'éducation, il y a le travail. On nous écrase aujourd'hui avec l'idée que le travail ne peut produire qu'en étant capitaliste, ce qui est totalement faux, hein, puisque un tiers du PIB, un tiers de ce 2000 milliards d'euros, hein, de ce que nous produisons, nous, la France, un tiers vient des fonctionnaires, vient des médecins, des soignants, etc. Donc un tiers du PIB est produit sans passer par la case capitaliste, le marché de l'emploi, enfin les investisseurs, les actionnaires, et l'idée que le travail, c'est du temps, d'abord. C'est une question de temps. Donc cet effacement du statut de fonctionnaire, 1945, la libération, lisez et voyez un peu Thorez pour ce qui est de la France, cet effacement de l'héritage de 45, cette idée que finalement tout ce qui est travail, c'est se soumettre à la dictature du temps, c'est produire de la valeur en passant par les marchés financiers, c'est du lavage de cerveau populaire. C'est du lavage de cerveau populaire. C'est faux. Des années 20 aux années 80, on a eu une productivité énorme et un PIB énorme grâce à un travail qui est un travail de salarié à vie, comme dirait Bernard Friot, et de salariés à vie, et c'est-à-dire qui étaient reconnus de par leur grade et non pas en fonction d'un patron. Le grade, c'est-à-dire un attribut de sa personne et non pas d'un employeur. Et donc il faut vraiment relire. Bernard Friot me semble assez éclairant. Bon, il est dans une optique communiste, mais très très éclairante. Je pense qu'il faut relire Gramsci, parce que s'il y a un philosophe à lire sur cette question d'hégémonie, Gramsci, c'est, vous savez, un parti communiste italien, un des plus grands, un des plus forts d'Europe, mais en prison, avec Mussolini à son apogée en même temps, et Gramsci réfléchit à son échec, rien n'est passé, ni ses idées, ni pratiquement ses envies de changer le monde. Et Gramsci réfléchit à cette notion d'hégémonie, et il explique bien que l'hégémonie, c'est finalement le fait que les exploiteurs donnent aux exploités la certitude que c'est de leur faute qu'ils sont exploités, et la certitude que le capitalisme, en l'occurrence, est l'alpha et l'oméga de la valeur économique, ce qui est totalement faux. Et donc, pouvoir revenir sur ce qu'était vraiment 45, pouvoir sortir du logiciel qui dit les fonctionnaires, c'est salauds, ils profitent, tout ce logiciel capitaliste qu'à droite comme à gauche aujourd'hui, puisque la gauche, depuis les années 80, a complètement renié. Avant, on était dans une dynamique, parce que les jeunes étaient dans la rue en 68, on a eu 30 ans, enfin 20 ans de dynamique, de vraie gauche, qui explique que, oui, la santé, l'éducation, la culture ne doivent pas être indexés sur le capital. Le capital ne doit pas entrer là-dedans. Et c'est ce qu'on essaie justement de faire lever aujourd'hui. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, avec la gauche qu'on a aujourd'hui, on est obligé, même s'il y a des bonnes volontés, une bonne conscience derrière tout ça, et non pas un cynisme décomplexé à la Sarkozy, on est obligé de constater qu'il y a toute une gauche qui a été complètement... la gauche qui avait le vent de poupe, la gauche qui était capable de faire pression sur le capital, de lui dire tu n'entreras pas. La gauche qui était capable de proposer des alternatives a complètement été gommée. En philosophie, ou en tout cas dans le monde intellectuel, c'est Pierre Rosanvallon, qui a aidé cette gauche à se dégauchiser finalement. On a Piketty. Pour moi, Piketty, vraiment, c'est exactement la même chose. En politique, on a Jacques Delors, on a Rocard. On a plein de gens qui œuvrent encore aujourd'hui pour faire sauter les derniers verrous qui vont permettre au capital, ce sautage de verrous va permettre au capital d'entrer dans des interstices où il n'a pas à entrer. Donc, déjà, nous devons faire un peu d'histoire, nous devons comprendre que tout est rapport de force et que la néo-résistance, forcément, elle est anticapitaliste, comme un tiers du PIB.
comme un tiers du PIB, voilà, qui ne dépend pas des actionnaires. Donc si on veut parler du travail concrètement, il faut qu'on puisse remettre en question l'hégémonie idéologique du capitalisme, à gauche comme à droite, et avoir un discours qui soit un discours renouvelé à ce niveau-là. Je vais vous lire d'ailleurs à propos, je vois que vous parlez énormément et je vais me régaler ce soir en lisant tous vos commentaires. Hein. N'hésitez pas à y aller et à participer intensément. Mais je vais quand même vous lire les écrits de prison de Gramsci. Voilà, là c'est. Alors ce que j'ai là comme document, vous voyez qu'il y a plus de 300 pages. Hein. J'en suis à 338 pages. Ce que j'ai comme document, ce sont mes lectures en bibliothèque. Et quand je lis des livres en bibliothèque, j'archive ces livres. Donc j'ai plus de 400 pages. Parce qu'en fait, là, c'est un vieux document. J'en suis à 400 maintenant. Donc, des millions de caractères. De mes feuilles de lecture que j'ai eu l'intelligence, excusez-moi, de me flatter, de m'auto-kiffer. Oui, je vais te lire, Hélène, hein, t'inquiète pas. Je vous lis. De mes lectures. Et ça permet bien sûr des recherches hypertextes. C'est ça qui est formidable. Et ça, c'est pas des citations glanées sur Internet. Hein. Donc, ma matière de base, mon travail, une immense partie de mon travail, je dirais un quart de mon travail, c'est de lire et d'archiver ce que je lis. Regardez ce que dit, alors regardez, ça c'est Gramsci, Antonio Gramsci, Les cahiers de prison, voilà, Gallimard, 78. D'abord une citation très cocasse. Il s'est formé une mentalité sportive qui a fait de la liberté un ballon pour jouer au football. Mais que c'est génial! Mais que c'est génial. La liberté, c'est un ballon pour jouer au football. C'est plus quelque chose de l'ordre fondamental. C'est plus quelque chose qui concerne la société entière. C'est quelque chose qui permet de s'opposer entre équipes. C'est quelque chose qui permet d'abrutir les gens avec ce nouvel opium du peuple qu'est le sport. Et on pourrait aller encore plus loin. Il n'est pas vrai que le poids des opinions des individus soit exactement équivalent. Les idées et les opinions ne naissent pas spontanément dans le cerveau de chaque individu. Elles ont eu un centre de formation, d'irradiation, de diffusion, de persuasion. C'est le groupe d'hommes ou bien même un seul individu qui les a élaborées et présentées sous leur forme politique d'actualité. Le dénouement des votes est la manifestation finale d'un long procès par lequel l'influence la plus grande est détenue justement par ceux qui consacrent à l'État et à la nation leur meilleure force, quand c'est le cas. Et regardez ce qu'il dit encore là. Cahier de prison, on est dans un autre cahier. Si dans les faits, les classes dominantes d'une nation ne sont pas parvenues à surmonter la phase de l'économie corporative qui les porte à exploiter les masses populaires jusqu'à l'extrême limite de leur force, c'est-à-dire à les réduire à un pur état de vie végétative, il est évident qu'on ne peut pas parler de puissance de l'État, mais seulement d'une apparence de puissance. Ça, c'est très, très intéressant de dire que finalement, nous sommes dans la faiblesse nationale à vouloir affaiblir les travailleurs. Je le résumerai un peu aussi comme ça. Voilà. Alors, moi, ce que j'aimerais, je reviens. On va entrer dans l'utopie bientôt, mais je vais quand même lire Sabrina qui arrive en retard. Oui, Benjamin, on participe tous au capital, mais à différents niveaux. Et en tout cas, une prise de conscience à ce niveau-là permettrait, me semble-t-il, de faire bouger les lignes. Parce que moi, je crois au boycott, pas n'importe quel boycott, hein, pas le boycott d'Elisabeth Badinter, mais je crois vraiment au boycott et je crois vraiment qu'on peut, en tant que consommateur, être consommateur indépendamment des formules. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, qui est très facile à faire au quotidien. Ne bougez pas, j'arrive. Alors attendez. Excusez-moi, je plonge dans les textes et je reviens vers vous. Alors, vous me dites quoi? Margot, femme dans le monde du travail. Ah oui, tout à fait, un sujet très à la mode, repris sous plusieurs voies, plus ou moins cohérentes. Mais quelle est celle que vous empruntez pour en traiter Vincent Cespedes? Margot, je te renvoie directement à une conférence que j'ai faite la semaine dernière, qui est en ligne dans mes live vidéos. Tu fais Facebook vidéo avec mon nom Vincent Cespedes page, et tu verras, c'était le secrétariat, c'était une conférence pour le gouvernement. Et donc c'était sur l'ambition et les femmes, et tu verras pendant plus d'une heure, c'était passionnant. J'en parle aussi dans le mot expliqué aux femmes, mais là je vais pas en parler, j'ai envie de sortir de cette problématique. Mais c'est vrai, bien sûr que j'interviens énormément sur des forums, par exemple féminins, forum Jump, forum même Changer d'air, forum, et à chaque fois on est dans l'idée
On est dans l'idée que 20% d'écart de salaire, c'est juste intolérable. Bien sûr, c'est intolérable et bien sûr qu'un féminisme, y compris porté pour les hommes, devrait exister. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Il y a des grandes failles, dit Alex, dans le système éducatif français. Ouais, vous êtes restés sur l'école, mes amis. Moi, j'ai envie de parler du travail. J'ai envie qu'on continue sur le travail. Racontez-moi ce que vous faites dans la vie. Racontez-moi vos troubles. Racontez-moi, sortez-moi votre tourment profond connecté au travail ou vos espérances, ce que vous aimeriez, vos idéaux, vos envies, vos rêves. Alors, que nous dit Gérard? En 68, on avait une critique radicale du travail, théorisée par des acteurs venant d'horizons différents. Les lettristes, les situationnistes avec Guy Debord, il y avait l'utopie maoïste, trotskiste, etc. Tu as raison, mais là je te renvoie, Gérard, à mon livre « Mai 68, la philosophie est dans la rue », où je montre premièrement que Debord, tout ça c'est rigolo, mais d'abord il y a Henri Lefebvre, et que c'est Henri Lefebvre qui a une critique du travail qui est géniale, qui est communiste, mais anti-PC, enfin il a été PC, mais il a démissionné, et tu verras que c'est un philosophe très revigorant à ce niveau-là et très d'actualité. Donc mai 68, la philosophie est dans la rue, c'est un livre d'actualité, un livre que j'ai envie de distribuer à ceux qui font nuit debout pour pouvoir aller plus loin dans le débat. Insomnie, cauchemar. Alors oui, il y a le stress au travail, c'est immense, mais en fait, le mal-être au travail, il s'explique à mon avis pour trois raisons. Trois raisons qui sont complètement liées, elles vont vraiment ensemble. D'abord, il y a le fait qu'on a baissé les bras sur l'idée que le travail pouvait être épanouissant. L'idée du travail passionnant, l'idée du travail enthousiasmant, épanouissant, le travail où on se lève tôt le matin et on a envie vraiment de bouffer le monde en allant travailler, le travail où on se sent reconnu, où les gens nous disent merci pour le travail que tu as fourni, où il y a de la gratification, qui donne du baume au cœur et qui donne de l'élan aux jambes et au cerveau. Ce travail-là, j'ai besoin de miel, excusez-moi, je me sers du thé en même temps, je pense qu'on a baissé les bras. Donc, si on veut néo-résister sur le travail, je pense qu'il faut réfléchir à cette notion de passion. Et non pas la notion opposée, qui fait que les gens font ce qu'ils ont à faire, mais dans la mauvaise humeur et surtout avec un sentiment de passer à côté de leur vie, de gagner leur vie en la perdant. C'est la pression. Et on est dans un management par la pression, on est par une économie de la pression, une économie même médicalisée aujourd'hui, hein, notamment en France, avec le nombre d'antidépresseurs connectés à des travaux absolument horribles, la peur au ventre et le stress partout, ça produit des dégâts sociaux considérables. Là, je vous renvoie un peu à Pierre Bourdieu qui ne dit pas que des bêtises. Donc on est dans une logique de la pression, au lieu d'être dans une logique de la passion possible. Alors, je ne dis pas qu'il faille de la passion partout au travail. Il y aura de la pression, bien sûr. Il y aura de la pression. L'être humain est complexe et parfois, il faut un peu de pression. Et la pression, c'est aussi la récompense. C'est une façon de mettre la pression que de dire si tu fais bien ton travail, tu auras une récompense. Si tu le fais mal, tu auras une punition. Donc l'être humain est complexe et je pense qu'il ne faut pas renoncer à la pression, en tout cas pour le moment, puisque nous avons quand même une société très, très docile au niveau du travail et très endoctrinée par des fausses valeurs. Donc pour redéfinir le travail, d'abord il faut faire avec ce qu'on a dans le cerveau des gens, et la pression c'est quelque chose, hélas, qui fonctionne puisqu'on l'apprend dès l'école. Nous ne sommes pas dans une école de la passion, nous sommes dans une école de la pression. La pression qui brise les individus, la pression qui est de l'onde de choc qui l'emporte sur l'onde de charme, c'est-à-dire du mal-être, de la fermeture, c'est-à-dire de l'incréativité, de l'infertilité, et c'est-à-dire finalement une désespérance. Donc il faudrait réhabiliter la passion et faire en sorte que de temps en temps, la passion soit possible, je dirais au moins une fois par jour quand même. Et donc voilà, donc il y a un management à inventer, un management complice que j'essaie de mettre au point avec mes lectures, mes conférences, mes des débats comme avec vous ce soir. Et le management complice, il est fondé vraiment sur l'idée qu'il faut impliquer ceux qui travaillent dans les décisions. Il faut de la co-décision. C'est bien joli de multiplier les petits co, pas le communisme, hein, mais collaboration, co-création, co-évaluation, voilà, co partout. On travaille tous main dans la main, mais sauf qu'il y a un truc qu'on oublie, c'est la co-décision. C'est bien joli de faire de la co-gestion, de la co-machin, mais à un moment, il faut de la co-décision, et pas simplement du co-working. Et la co-décision, on n'y est pas encore. Mais on ne peut pas être passionné si on a l'impression de suivre des ordres.
La passion, c'est être un tout petit peu autonome. Et donc, il faut inventer des nouvelles poches d'autonomie, possibles à l'heure d'Internet, possibles à l'heure du télétravail, possibles à l'heure aussi où on peut réduire son temps de travail en étant tout aussi productif. Et donc, ça, c'est le premier point, me semble-t-il, si on veut aller un peu vers l'utopie que je vous ai promise et qu'on va élaborer ensemble. Je vois qu'il y en a qui postent des liens HTTP, etc. Donc, ça va à fond. Il y en a qui disent le burn-out peut être créateur quand on en sort. Ouais, mais le problème, c'est qu'on risque de pas en sortir vivant. Co-yoga, j'aime bien. Ah, c'est pas mal le co-yoga. Mao, je vais te le voler pour parler du coaching ou coaching. Je ferai un jeu de mots avec coaching avec le co-CO. Bref, ça c'est important. La passion se donne des normes, c'est elle qui les dessine et les affirme, dit Margot, et je te rejoins tout à fait. L'autonomie est dans mon jardin. D'accord, Muriel, il faut cultiver son jardin comme nous incite Voltaire. Être en accord avec soi-même, nous dit Alex. Cohérence entre ses propres valeurs et le système organisationnel dans lequel on travaille. Je suis d'accord avec toi, Alex, mais la cohérence ne peut exister que si le système prend en compte tes propres valeurs. Donc la cohérence, c'est pas à l'individu de s'adapter au système de valeurs. C'est au système aussi de s'adapter à l'individu. C'est à la technocratie de devenir un peu plus humaine et d'être aussi, je dirais, une démocratie. Parce que la codécision, c'est la démocratie. Et je pense qu'il faut qu'on aille vers une démocratisation des espaces organisationnels de productivité. Voilà, grosso modo. Et c'est le premier point. Je vous lis un peu. Margot, à l'heure des études, nous sommes surtout dans une perspective idéale avec une angoisse latente. Brrr. Vertige de voir nos aînés rentrer avec désespoir de leur journée de labeur sans enthousiasme. C'est vrai qu'on a parlé en début de discussion du réveil matin, du fait que quand le réveil matin est triste, ça veut dire qu'il faut changer de boulot, en tout cas il faut réinventer le travail, mais on oublie le rentrer le soir. Et le rentrer le soir, ça peut être aussi détestable et déplorable. Des gens vidés, des gens qui sont énervés, qui sont en colère, qui ont emmagasiné tellement d'ondes de choc au travail qu'ils sont obligés de les refiler dans leur maisonnée, dans leur famille pour pouvoir se soulager. Car le principe de l'onde, c'est qu'elle nous fout les boules. Et que quand vous avez plein d'ondes de choc, vous avez envie de trouver un exutoire pour vous soulager et vous évacuer cette onde de choc. Et l'exutoire, ça s'appelle votre conjoint, votre chien, votre fille, votre fils, vos proches. C'est ça qui est terrible, c'est que le travail contamine par l'onde de choc nos vies quotidiennes et intimes. Alors bien sûr, si le travail devient de l'onde de charme, si le management complice crée de véritables amitiés au travail, c'est le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous. Alors bien sûr, on rentre du travail tellement enthousiaste qu'on répand l'onde de charme, l'onde de l'émerveillement, l'onde de la légèreté créatrice. On répand l'onde de charme à notre conjoint, si on a des conjoints, si on n'a pas encore créé une constellation familiale intense, à notre chien ou à nos enfants. Donc il est possible aussi d'avoir une vision, je dirais, positive du travail, mais la condition, et c'est le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est de créer de véritables amitiés au travail. C'est le sujet tabou. La passion est tabou, mais on commence à en parler. On parle d'entreprises libérées, on a des gourous d'entreprises qui nous racontent que c'est bien d'être enthousiaste. Évidemment, quelqu'un qui est enthousiaste est plus productif. Donc, il est évident qu'il y a tout un marché du bonheur au travail qui se développe. Je les croise tous. Là, c'est la psychologie positive. Toutes ces conneries insupportables. Voilà, toute cette psychologisation du bonheur au travail, alors que le bonheur au travail est politique, il est organisationnel et il est en but avec la technocratie. Et on ne veut vraiment pas de gens heureux au travail parce que ce sont des gens qui peuvent être contestataires de l'autorité. Donc on veut un faux bonheur, un bonheur en plastique, un bonheur de coach, quoi. Un bonheur de « Ah, c'était bien, j'ai aimé » et pas un bonheur de « Waouh, allez, inventons des choses et décidons de choses ensemble ». L'amitié au travail. Sortir de l'empathie, aller vers la sympathie. Normalement, vivre des aventures enthousiasmantes, comme travailler ensemble, avec des prises de risques, avec de la collaboration, avec de la solidarité, avec de l'intensité, ça doit créer des amitiés. Si on n'arrive pas à créer, au-delà des collègues, de véritables amitiés humaines, c'est qu'il y a un bug dans le travail. Et je pense qu'on peut révolutionner le travail en développant l'amitié au travail, et vous verrez que la solidarité, même entre classes, sera très intéressante. Je vais vous lire un peu et manger mon miel. Alors, Loïc, je suis fashion designer à mon compte. Toute ma petite vie à travailler pour d'autres entreprises, un véritable combat pour imposer le plaisir de travailler. Car il faut manager comme au service militaire. Ouais.
Aujourd'hui, je travaille pour moi et je laisse mon plaisir s'exprimer pour autant et tristement. Il m'est difficile pour moi de trouver des personnes de passion et je ne veux pas être dans cette police de management. Eh bien Loïc, tu es un néo-résistant. Bienvenue au club. C'est-à-dire que tu essayes de résister à des choses qui ne te conviennent pas en inventant des choses nouvelles. Et donc tu dois créer pour pouvoir résister. C'est la néo-résistance qui propose du nouveau plutôt que de se dire c'était mieux avant. On essaie d'inventer de la nouveauté qui correspond mieux aux situations que tu vis, situations de crise, situations d'absurdité kafkaïenne, situations de perte de sens. Et ça, c'est le troisième point que j'aimerais aborder avec vous. C'est l'absence de sens. Aujourd'hui, le travail est devenu totalement absurde. C'est pas absurde de se lever tôt le matin et de se dire finalement je dois gagner ma vie à la perdre ou je dois travailler parce qu'il faut bien rembourser mes dettes. Et c'est pas absurde que de se dire je pourrais être plus épanoui dans autre chose mais ça me ferait pas vivre. En tout cas, je crois que ça ne me ferait pas vivre. Et aujourd'hui, l'absurdité dans le management, dans les décisions qui sont prises, elle est à toutes les échelles du travail. C'est un lieu d'absurdité phénoménale, individuelle et collective. Et donc, je pense qu'il y a un immense travail sur le sens à faire. Et c'est ça les trois piliers que j'aimerais évoquer avec vous pour une véritable néo-résistance au travail, de la passion, de l'amitié et du sens. Et les trois sont connectés, ça s'appelle la philosophie. La passion, philo, l'amitié, philo, et le sens, Sophia. Et il faut, à mon avis, considérer la philosophie comme une arme de néo-résistance absolue, c'est-à-dire la possibilité de philosopher sur son travail, sur son poste de travail, à son travail. Et je pense que des ouvriers peuvent être philosophes. Et l'usine de futur que nous dessine l'État actuel, j'ai fait une conférence au MEDEF sur cette notion. J'en fais très peu des conférences au MEDEF, même s'il y a ma photo dans Wikipédia avec une conf au MEDEF, c'était ma première, et j'en ai fait une deuxième l'année dernière sur l'usine du futur, parce que je m'intéresse au monde ouvrier, et notamment à cette révolution de l'usine qui est censée contrer l'usine 4.0 des Allemands. Où il est question d'internet, de connectivité, d'apprendre tout au long de sa carrière, c'est très intéressant. Il ne faut pas avoir une vision manichéenne des choses. Mais véritablement, il faut qu'il y ait de la philosophie, y compris pour l'ouvrier. C'est-à-dire une capacité autocritique, et ils l'ont déjà, quand vous interrogez des gens qui bossent à l'usine, je peux vous dire que c'est d'un très haut niveau concernant leur méthode et leur possibilité d'inventer leur métier. Et d'ailleurs, des usines comme PSA, par exemple, utilisent les idées nouvelles des ouvriers avec des primes, toujours cette pression, des primes de 500 €, de 1000 €. Dès qu'un ouvrier a une idée nouvelle, un opérateur si vous voulez, a une idée nouvelle, et dès qu'elle peut faire gagner 2 secondes sur une chaîne, c'est-à-dire faire gagner du profit, cette idée est utilisée, elle est beaucoup plus performante en général que les idées des chercheurs en ergonomie, des chercheurs en développement et en usine du futur, parce que forcément, cette idée émane de la pratique réelle du métier, avec le mal de dos, avec le geste qui ne peut pas être répété, avec les choses impraticables qu'on n'avait pas prévues dans une expertise mathématique ou ergonomique. Et ces idées donc sont récupérées comme des idées nouvelles qui font gagner beaucoup d'argent à la boîte, et on donne un petit cachet de 500 €, 1000 €, 1500 €, et l'ouvrier du coup donne des idées qui sont parfois brevetées gratuitement. Je parle pas de PSA, je parle d'un mode de fonctionnement. Donc vous comprenez qu'il y a de l'intelligence qui est déployée, y compris par des ouvriers qui sont loin d'être de simples exécutants des ordres, mais qui pensent leur métier et qui dialoguent sur leur métier et qui se battent pour leur métier aussi et qui aiment leur métier, surtout qui aiment leur métier. C'est ça qui est fondamental à comprendre pour pas être dans une vision misérabiliste. Simplement être reconnu par le salaire, être reconnu par ses managers et être reconnu en tant que producteur d'idées et producteur de valeurs, sans être bouffé par les capitalistes et les actionnaires, parce que c'est ça le grand problème, c'est les actionnaires, c'est que les autres boursicotent, c'est ça qui est terrible. Le cynisme, la chutzpah, comme disent les juifs, la chutzpah, c'est le culot au-delà du culot. Moi j'adore ce concept, chutzpah. T'as tellement de culot qu'on n'en revient pas, quoi. Non seulement je t'exploite, mais en plus ce que je te dis, c'est que finalement tout va bien pour toi. C'est le culot suprême. Mais il y a de la chutzpah partout dans le monde du travail. Et c'est cette chutzpah qu'il faut essayer de critiquer et de condamner. C'est pour ça que vos témoignages sont importants. Ils vont rester, puisque cette vidéo va rester. J'espère que ça pourrait être une plateforme de travail pour des futurs sociologues engagés, des futurs néo-résistants, mais aussi un exutoire pour des jeunes qui ont envie de réfléchir au sujet. Et cette page sera tout le temps là pour qu'on puisse en débattre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme commentaire? Je sais que ça pleut là les commentaires. Alex, perte de sens parce que subjugation volontaire ou forcée de l'argent.
Appât du gain, nécessité première, alimentation. Oui. C'est bien Alex parce que là, tu m'obliges à parler de quelque chose que j'ai oublié. C'est l'argent. Faut quand même parler du fric quand même, du blé, du pognon, de l'oseille. Voilà, je dis ça parce que c'est vrai que l'argot développe plein de mots pour les choses qui sont importantes dans la vie humaine la plus simple. C'est une façon de voir ce qui compte pour l'être humain. Et dès qu'on parle de sexe, il y a l'argot et invente 50 mots pour dire les parties génitales et pour dire faire l'amour. Et dès qu'on parle d'argent, l'argot invente plein de mots pour parler du flouze, de l'oseille, du blé, etc., de la maille, de la yaska. Et donc c'est intéressant de voir que entre le sexe et l'argent, finalement, il y a un point commun, c'est que ça nous obsède et que c'est vital pour dépasser la simple survie et accéder à une vie pas confortable, mais une vie humaine avec du sens, de l'amitié et de la passion possible sur le long terme. Donc oui, il faut partir de l'argent. Alors, est-ce qu'il faut le salaire à vie, comme le préconise Bernard Friot et d'autres, entre 1 500 € et 6 000 €? Moi, l'écart me semble bien. 6 000 € pour un patron, 1 500 € pour un ouvrier, je trouve ça serait magnifique. Là, ça va aller avec des luttes sociales et notamment des luttes au niveau des idées et un éclairage des citoyens énorme. Moi, je suis sur l'argent. J'ai l'impression que c'est lié au sens. À ce troisième point pour une révolution du monde du travail. Passion, amitié et argent. Et sens, c'est pareil. L'argent comme moyen ou l'argent comme fin. Quel est le sens que tu donnes à l'argent? On a une nouvelle génération aujourd'hui qui ne croit plus tellement à l'argent. Elle en veut bien sûr, mais elle s'intéresse beaucoup plus à la reconnaissance de ses employeurs, à la possibilité de développement personnel, donc l'épanouissement, que pourrait proposer le travail. C'est-à-dire votre obsession à vous qui avez peut-être 30 ou 40 ans, les jeunes aujourd'hui l'ont, et d'ailleurs il y en a certains parmi nous qui peuvent témoigner, je pense qu'ils l'ont de façon extrêmement aiguë. Le travail doit m'épanouir, sinon ça n'en vaut pas la peine. Éventuellement, le salaire peut me promettre un épanouissement sur mes temps de loisirs, mais le salaire n'est pas suffisant pour donner du sens à mon travail. Je dois aussi y voir de la créativité. Et lorsque je parle de sens au travail, je parle de la possibilité d'être créateur. Je parlais de l'opérateur ou de l'ouvrier qui était capable de créer et d'inventer. Alors imaginez, nous tous, nous pouvons inventer aussi. Nous pouvons réinventer les règles du jeu et encore faut-il nous en donner les moyens. Et je pense que l'autogestion, notamment pour les classes moyennes, mais l'autogestion est quelque chose à réinventer qui permet la réinvention au travail. Je vais vous lire quand même la critique d'un philosophe que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup de par son style et de par les champs d'investigation qui étaient les siens, c'est Jean Baudrillard. Jean Baudrillard, je vais vous lire 2-3 notes que j'ai prises comme ça dans mon document. Alors regardez, c'est intéressant ce qu'il dit sur mai 68. C'est dans Le ludique et le policier. Je vais essayer de réduire la fenêtre. Voilà, je crois qu'on voit là. Non, on ne voit pas tout, parce que la vidéo est carrée dans ces trucs-là. Je pense que là, vous arrivez à suivre. Je vais prendre ce passage-là. Ce fut une des victoires du mouvement de mai 68, d'avoir pu conjurer la répression, de l'avoir fait surgir comme la vérité de l'institution et de l'ordre social. Mais ce fut sa faiblesse de n'avoir pas pu la conjurer, que nous sommes une forme spectaculaire, c'est le show permanent, dans ses aspects meurtriers et archaïques, sur lesquels bien sûr s'est nouée une solidarité tactique, tout le monde contre la répression, mais sur lesquels aussi le mouvement s'est épuisé dans une guérilla spectaculaire pour finir dans la fascination de l'affrontement de rue symbolique, où la répression incarnée devenait ainsi que dans l'iconographie et le folklore obsessionnel inspiré par les CRS, l'objet de consommation numéro 1 de l'imagination révoltée. Voilà, cette répression devient l'objet de consommation numéro 1 de l'imagination révoltée. C'est très intéressant avec justement ce qui se passe et toutes les vidéos de répression policière qui fleurissent sur Facebook. Finalement, j'ai l'impression que en fait, c'est de la consommation de l'imaginaire révolté. Et ce que j'aimerais voir fleurir sur Facebook, ce sont des propositions alternatives concrètes et des volontés de changer réellement le monde du travail. La répression en pays civilisé n'est plus une négation, une agression, c'est une ambiance. C'est la quotidienneté pacifiée, où s'efface la distinction entre le ludique et le policier. Alors ça c'est intéressant parce que la quotidienneté pacifiée, c'est vraiment Henri Lefebvre, un de mes maîtres en philosophie, qui développe cette philosophie de la quotidienneté et qui est extrêmement passionnant, je vous renvoie vraiment à lui.
Alors, là, ça commence à devenir intéressant sur notre sujet. Et n'hésitez pas à commenter tout ça. Dédoublée en travail et loisirs, la quotidienneté s'organise de part et d'autre de la même façon. Ceux qui vivent parqués en HLM ou dans la promiscuité des chaînes de travail ne peuvent que rêver encore, sous le signe même de la liberté, de plages surpeuplées et d'horizons automobiles. La coupure entre paradis et enfer fait que les gens ne peuvent rêver que d'un paradis à l'image de leur enfer. L'irrationalité toujours plus libre, la multiplication des besoins à la base, ira de pair avec un contrôle de plus en plus strict au sommet. La répression des désirs se fait à travers l'émancipation des besoins. Le soleil des vacances est répressif. Ainsi le nudisme, est-ce la vérité du corps? Pas du tout, la vérité du corps, c'est le désir. Et le nudisme, en usurpant la nudité comme signe, désavoue d'autant mieux, omet et censure la nudité comme chair. Hypocrisie? Non. Logique de répression. Or, quand la publicité vous propose en substance « La société s'adapte totalement à vous, adaptez-vous totalement à elle », il est clair que la réciprocité est truquée. C'est une instance imaginaire qui s'adapte à vous, la société, tandis que vous vous adaptez en échange à un ordre bien réel. Je continue, c'est trop passionnant. La répression opère par le détour de la régression. Il parle de l'érotisme publicitaire. Et il montre comment, finalement, il y a une régression. Quand vous regardez une pub, ça vous fait régresser, ça tue votre cerveau. Vous avez tout d'un coup 12 ans d'âge mental. Et c'est une façon de subir une répression. La répression devient ludique. Le policier devient ludique pour Jean Baudrillard parce que justement, nous régressons dans une infantilisation organisée, ce qui fait que des adultes maintenant bouffent du Pixar et du Walt Disney au lieu de réinventer le monde. Et c'est par la régression qu'il y a une répression. Elle est ludique, elle est spectaculaire, elle fait le show, on applaudit et on se laisse endoctriner, on se laisse réprimer. Cette répression, dit-il, par infantilisation. Mentale, parce que je pense qu'aujourd'hui, une des causes de la crise du travail, c'est l'infantilisation des travailleurs. Et finalement, ce que la jeunesse refuse, et je pense qu'elle en a vraiment ras-le-bol, et je vous renvoie au mouvement on vaut mieux que ça, avec le hashtag on vaut mieux que ça, on a vraiment un mouvement là, avec Nuit debout, etc., qui refuse l'infantilisation. On nous prend pour des cons. En fait, on ne nous prend pas pour des cons, on nous prend pour des enfants. Et c'est Pinocchio à la fête foraine. Et c'est je mange du sucre et je bois du sucre et je bouffe du sucre et je bouffe de la pornographie et j'ai l'impression de me sentir vivre comme le hamster dans sa cage qui a l'impression de travailler de façon productive alors qu'en fait il produit pour les autres, mais pour lui-même il est totalement improductif puisqu'il fait du surplace à courir comme un dératé dans sa roue et en cage. Donc cette hamstérisation par le travail est connectée par une répression qui se déguise sous forme de régression. Et évidemment, il convient, à mon avis, pour les intellectuels de ne jamais participer à cette régression-là, d'essayer d'élever le niveau et de rendre adulte. Et adulte, ça veut dire avoir soif d'autonomie. Et aujourd'hui, tout est fait pour que le travailleur n'ait plus soif d'autonomie, qu'il soit pris en main comme un lobotomisé par les sectes islamistes qui se fait prendre en main, on lui dit comment manger, il se retrouve avec un âge mental de 12 ans et il se fait sauter en croyant qu'il va atteindre son paradis et baiser des vierges, alors qu'il aurait pu faire l'amour à des jeunes femmes de son vivant, simplement parce que la régression est une répression. On le chope en disant « ne t'occupe plus de rien, bouffe l'idéologie qu'on te donne, et puis bouffe la haine qu'on te donne. Imagine là où on te dit d'imaginer, hais là où on te dit de haïr, aime là où on te dit d'aimer. » C'est ça la régression. C'est l'assistanat émotionnel, la régression. Et voilà pourquoi on fait manger aux salariés du bonheur en entreprise, de l'optimisme en entreprise. Et que quand je fais des conférences comme ça, je vous garantis que ma lecture est très politique. J'en ferai une bientôt pour le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, et ils savent très bien, ils me connaissent très bien, et ils savent très bien que ça ne sera pas du youplaboum. Je ne suis pas dans le youplaboumisme, je ne suis pas dans le bonheurisme. Je vous renvoie à la page Facebook Magique Étude du bonheur. C'est une page Facebook sur mon livre, sur le bonheur, où il y a quelques conférences où j'interviens dans le monde du travail,
travail et je parle du bonheur. Mais à chaque fois, je défonce, excusez-moi l'expression, l'idée du bonheurisme obligatoire, qui n'est que de la répression déguisée en régression. Youpla boum, soyez heureux, il faut cultiver ses petits bonheurs tous les jours, il faut connaître sa mission de vie, il faut être en harmonie, il faut être aligné. Non, arrêtons les conneries. Il faut juste créer au travail, créer des amitiés, créer avec passion et avec du sens. Et c'est le sens, c'est une question d'adulte. Aller vers l'autonomie. Le travail doit être une œuvre collective d'autonomisation, d'où l'autogestion, et non pas une œuvre collective d'aliénation réciproque. Sophie, bienvenue. L'endoctrinement commence effectivement dès l'enfance, ainsi que l'incapacité à être autonome et à penser par soi-même. Faudrait prendre les problèmes à la racine. Tu as bien raison, Sophie. Il faudra réinventer l'école. D'ailleurs, je vous propose que le thème de notre prochain balbutiement thématique, ça pourrait très bien être l'éducation. Ça pourrait être très intéressant. Ça serait dans l'alignement. On a commencé conspirationnisme, travail et ensuite éducation. Ah, mon miel, mon miel. Vous êtes mon miel, mais j'ai besoin de vrai miel d'abeille pour pouvoir avoir des neurones qui se connectent encore. On va continuer encore 20 minutes ensemble. 20 minutes, on est autour de 160. Donc on est quand même vachement nombreux, c'est incroyable. Vous pouvez inviter là vos amis, je fais une petite pause neurologique. Invitez vos amis pour les 20 dernières minutes parce que quand même, vivre un balbutiement en direct, ça n'a pas du tout la même saveur que de le vivre en différé. Et ceux qui sont en train de suivre mes paroles en différé, demain, après-demain, après-après-demain, le savent et regrettent parce qu'en direct, tout ce que je dis, hein, j'ai toujours vos commentaires sous les yeux et je surfe aussi sur vos commentaires. Que lire à propos de l'autogestion, Cécile? Tu peux lire tout ce qui a été écrit dans les années 70 parce que c'était vraiment le mot d'ordre, y compris des syndicats de gauche qui étaient vraiment à gauche à l'époque, y compris des manifestants qui ne voulaient pas être récupérés notamment par le Parti communiste et ni par les trotskistes, etc. C'était vraiment un mouvement irrécupérable, qui a été récupéré mais ils s'en sont mordus les doigts après. Sur l'autogestion, il y a plein de choses à lire, tu feras une recherche, il faut lire Gramsci, il faut lire Naomi Klein. Naomi Klein, c'est une jeune intellectuelle qui a écrit No Logo, un livre qui fustige la publicité et l'embrigadement publicitaire, qui a écrit La théorie du chaos et qui a fait un livre sur l'expropriation, notamment en Argentine, un documentaire. Et Naomi Klein me semble assez intéressante, voilà, pour l'autogestion. Vous avez, je pense que le mouvement Colibri, Pierre Rabhi parle d'autogestion, mais ils sont un peu gouroutés. Il y a un côté gourou qui me gêne avec Pierre Rabhi, une sorte de complaisance dans la figure de l'homme providentiel. Voilà. J'espère que dans ceux qui me suivent, je serai suffisamment déglingué moi-même pour ne pas être l'homme providentiel, parce que c'est le piège pour tous ceux qui essaient d'inventer un peu du nouveau, que d'être finalement coupés de leur esprit critique parce qu'ils sont portés par... voilà. Moi, Pierre Rabhi, je le connais avant que sa médiatisation. J'ai lu ses livres en 2004-2005. Voilà, donc il y a des choses très intéressantes. Et je pense que l'autogestion... Alors, après, on a des conférenciers sur l'autogestion. Il y a beaucoup de conférences TED. Vous connaissez ce format de conférences, les conférences TEDx, qui essaient de réinventer le monde et parfois avec une certaine forme d'arrogance intellectuelle. Mais c'est toujours savoureux, parce que parfois c'est génial. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur l'autogestion. Après, il y a les historiques. Moi, j'adore Tariq Ali. Tariq Ali, c'est un intellectuel maintenant qui est en Grande-Bretagne, d'origine pakistanaise, je crois. Je suis pas sûr, mais je dirais pakistanaise, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est un intellectuel de gauche qui est vraiment en cas de la valeur. Chomsky, j'en ai un peu marre de Chomsky, je déconnecte un peu, mais il a dû parler de tentatives comme ça. Voilà, vous en avez plein d'autres. Il y a surtout plein de petites maisons d'édition qui publient des choses là-dessus. Hein. J'ai pas leur nom dans la tête, mais on a plein de choses. Oui, Alex, t'as raison. Pierre Rabhi ne se veut pas comme cela, mais ce mouvement sent un peu pas la secte, c'est un peu dur de dire une secte, mais le côté un peu il y a une sorte d'enthousiasme, d'infantilisation, voilà. Il y a un truc qui me va pas, mais on en parlera plus tard. Je suis pas sûr de moi en plus, donc je veux pas du tout dire. Oui, t'as raison, gourou au sens occidental. Sinon, je critique pas le sens oriental et indien de gourou comme professeur. Voilà, bon, peu importe. Il y a des conférences TEDx qui parlent de ça, de tentatives. Ce qui est intéressant dans les conférences TEDx, j'en ai fait moi-même 3. Ce qui est intéressant, c'est que
D'ailleurs, j'ai une conférence sur le bonheur au travail. J'ai une conférence d'1 quart d'heure. Vous pourrez la voir. Elle est sur YouTube. Vous faites Vincent Cespedes, TEDx bonheur. C'était TEDx Cannes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours l'idée de se connecter au réel, d'être connecté à une expérience concrète de terrain. Et ça, c'est un bel effort pour les intellectuels de se connecter au réel. Et donc, forcément, quand on parle d'autogestion dans ces conférences, il y a des tentatives qui ont été faites en Afrique, des tentatives qui ont été faites en Asie, d'autogestion, et c'est intéressant d'avoir cette vision-là. Après, il y a une fondation que j'aime bien, c'est la fondation Charles Léopold Meyer. Charles Léopold Meyer, qui est quelqu'un qui a fait du business. Oui, voilà, Gracia, c'est un peu cucu. Voilà, excusez-moi l'expression, mais Pierre Rabhi, j'ai l'impression que c'est un peu cucu, c'est un peu comme Alexandre Jardin. Il y a un truc un peu cucu, la praline. Parce qu'il y a une sorte de négation totale de la négativité. Hein, l'angoisse, les douleurs, les problèmes, le stress, tout ça, on le dénonce, c'est pas bien. Et puis, il y a un côté bisounours qui, moi, me gêne énormément parce qu'à un moment, il faut un combat. Et la néo-résistance, c'est pas pour rien que j'ai utilisé ce mot de résistance. C'est que le capital va s'organiser pour nous en foutre plein la gueule. Une fois qu'il y aura vraiment une contestation qui vantera, par exemple, la passion au travail, mais aussi l'amitié, le sens, l'autogestion, ça va être violent, les débats vont être violents, donc il faut pouvoir être armé intellectuellement, il faut pouvoir être en prison comme Gramsci, je prends des extrêmes, mais il y a quand même l'idée d'une contestation impitoyable à mener, impitoyable. Et dès que le côté impitoyable est gommé avec un truc, je vous ai fait un gâteau qui en veut, il y a un côté Larzac, quoi. Il y a un côté Larzac, moi qui est pas mon truc, quoi. C'est pas mon truc. Le côté Larzac n'est pas mon truc, hein. Le côté Lanza del Vasto, la communauté. Moi, j'adore les années 70, mais pas sur le côté communautaire. Hein. Le côté communautaire, c'est un fiasco total. Tous les enfants de 68 arts que j'ai vus qui sont nés dans les communautés nous racontent des choses en disant on étouffait un peu. Et c'était un peu tout le monde pense comme tout le monde, quoi. Moi, j'aime quand même le fight, un peu. Je pense qu'il faut être méchant. Je pense qu'il y a un bon usage de la méchanceté quand on a des abrutis en face. Et je pense que le combat, il doit être impitoyable quand on a des abrutis en face. C'est une petite parenthèse, hein. Mais l'assertivité, tout ça, je n'y crois pas. Et je crois, hélas, que l'être humain, parfois, il comprend quand il y aura des rapports de force. Et en tout cas, ceux qui ont les moyens de production et qui exploitent les gens, parce qu'il y en a qui ont les moyens de production mais qui n'exploitent pas les gens, ça existe aussi. J'ai une vision nuancée du capitalisme tel qu'il a lieu aujourd'hui. Mais en tout cas, les exploiteurs, les cyniques, je pense que là, il ne faut pas trop de pitié. Il faut pas trop de pitié, voilà. Il faut du miel, d'accord, je prends du miel encore. Restons encore un petit quart d'heure, vous avez beaucoup participé, je ne sais pas à combien de messages on est parce que ça s'affiche pas, mais je pense que c'était assez riche. Je vous lis juste un mot de Walter Benjamin. Walter Benjamin, qui est un philosophe qu'il faut lire et relire, qui est passionnant, comme toute l'école de Francfort, Adorno, Horkheimer, etc. Et il dit une chose assez amusante. Il dit « Quand les prostituées s'intitulent travailleuses du sexe, le travail est devenu une prostitution. » C'est pas beau cette phrase? Quand les prostituées s'intitulent travailleuses du sexe, eh bien, le travail est devenu une prostitution. Il dit ça dans le sens unique. Moi, j'ai l'impression que le travail est devenu une prostitution à tous les niveaux. Et je pense qu'au bout du compte, le mot prostitution résume parfaitement l'étendue des dégâts, notre soif d'épanouissement ailleurs que dans nos boulots habituels, et cette sensation de se salir au travail, de salir ses valeurs humaines, de salir sa générosité, de mettre le meilleur de nous-mêmes, comme la prostituée met le meilleur d'elle-même, c'est-à-dire son corps, et ce qui dans son corps produit une émotion qui normalement est belle, enthousiasmante, libre et gratuite, elle en fait quelque chose de non enthousiasmé, quelque chose de mécanique, quelque chose d'aliéné et quelque chose de certainement pas gratuit. Eh bien, j'ai l'impression que le travail aujourd'hui est devenu une vaste entreprise de prostitution de l'être humain par l'être humain. Nous sommes des prostituées et nous nous prostituons dans nos travaux sans sens, sans passion. Nous vendons notre peau, nous vendons notre chair, nous vendons notre libido. Parce que, n'en déplaise aux abrutis qui nous disent que l'homme perd sa virilité à cause des femmes, moi j'ai l'impression que l'homme perd en tout cas son désir et sa libido, un peu, par la castration managériale qui est faite sur son lieu de travail.
J'ai pas l'impression que ça soit la femme qui le dévirilise. Je pense pas qu'elle ait envie d'hommes dévirilisés. Au contraire, j'ai l'impression que les femmes aujourd'hui ont envie d'une certaine puissance incarnée dans un corps d'homme, qu'il soit costaud ou pas costaud, c'est pas une question de biceps, mais une puissance existentielle. Eh bien, j'ai l'impression que ce qui, en tout cas, enlève la puissance aux hommes masculins, c'est la castration managériale. J'en parle dans l'homme expliqué aux femmes, je lui consacre un sous-chapitre. Les hommes qui sont brimés au travail, infantilisés, et qui ont l'impression d'avoir vendu leur cul au travail, leurs os, leur peau, leur chair, leurs nerfs, ben, j'ai l'impression que c'est très dur d'avoir de la libido. Et je pense qu'un des indicateurs du bien-être au travail devrait, bien sûr, le matin quand on se réveille, je ferai aucun jeu de mots, le soir quand on revient du boulot, est-ce qu'on est toujours dans l'onde de charme, mais également notre degré de libido. Et j'ai pu parler à beaucoup de sexologues autour de moi, et ils m'ont tous dit que le mode de production capitaliste est un mode qui finalement brise la libido des hommes. Et donc ça va de pair avec la prostitution généralisée et la pornographie qui n'est autre que de la prostitution de ses désirs finalement. Il y a la pornographie consommée par tout le monde. Dans le film Les Loups de Wall Street de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, le premier entretien que le jeune ambitieux courtier a avec un maître des courtiers, c'est il faut te masturber 2 fois par jour parce que tu cogites tellement dans la tête que tu as besoin d'évacuer. Et donc, vous voyez, la pornographie, elle est là, elle existe à ce niveau-là des courtiers. Mais les ouvriers sur leur poste de travail, il y en a plein qui regardent des films porno sur leur smartphone. C'est réel, c'est pas des blagues. Là, nous tenons notre libido en éveil, en survie, en mode de survie, par des prothèses pornographiques qui, si elles sautaient, montreraient l'immense dégradation de notre désir et de notre plaisir de vivre et de jouir la vie. Et ça, c'est important de voir que finalement, c'est contre un système de prostitution généralisée qu'il faut lutter. Le self-branding qui fait tant d'adeptes et qui remplit les salons entrepreneuriaux, hein, apprends à te vendre toi-même. Ce qu'on dit aux femmes d'ailleurs, sois une pute finalement, apprends à vendre tes capacités, à vendre ton CV, à te vendre toi-même à ton employeur. Mais non, on n'a pas besoin d'apprendre à se vendre soi-même. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Le travail lui-même doit être porteur de valeur. On n'a pas besoin d'avoir un récit mythologique, c'est le récit réel qu'il faut trouver. Et si on pouvait sortir de cette prostitution de soi et de cette consommation de soi pour arriver vraiment avec l'idée que travailler, c'est faire l'amour gratuitement à la vie, avec passion, avec amitié, avec sens. Que travailler, c'est échanger dans la candeur, dans l'innocence, dans le plaisir, ce qui n'empêche pas la compétence, ce qui n'exclut pas l'évaluation de son travail, ce qui n'exclut pas la capacité à pouvoir retoquer quelqu'un lorsqu'il dérive, à pouvoir le recadrer lorsqu'il dépasse les bornes, mais ce qui exclut totalement cette idée que ma vie ne vaut la peine que par ma sueur et que par l'oubli que je fais de ce qui est essentiel pour moi, à savoir les valeurs humaines, à savoir le plaisir de partager des moments forts, des moments intenses avec les miens. Joseph nous dit Burke et Mao nous dit du brain branding, donc j'imagine que Joseph, tu réagis à ce que Mao, provocateur comme il est, vient de dire. Gérard, je vote pour toi aux prochaines présidentielles. Hélas, vous savez, il y en a plein qui me disent ça, hein, je le dis totalement en toute modestie, mais vous êtes nombreux à me laisser des messages de cet acabit-là. Tiens, Vincent, président. Hélas, le métier de président est un métier de merde. J'en suis absolument convaincu. Et que si on n'a pas une soif d'ego démesurée, ce serait suicidaire de plonger là-dedans. Je vous ai dit que j'étais un peu entrepreneur, mais que pour garder ma fraîcheur, je devais dédier la tâche managériale stratégique à une amie, donc qui dirige ma société, et président de la France. Vous imaginez bien le manque de fraîcheur. On les voit vieillir. D'ailleurs, ils prennent 10 ans dans la gueule en 1 an de travail. C'est impressionnant de voir comment ils s'assèchent dans leur fonction. On a vraiment l'impression qu'à la fois c'est exaltant au niveau de l'ego, au niveau du pouvoir, etc. Mais à la fois c'est la mort, Et j'aime trop la vie pour pouvoir la gâcher dans de la politique politicienne. J'espère vous inspirer politiquement, mais non pas de façon politicienne, électoraliste. Écoutez, merci Gracia sur l'amour et le travail, l'amour du travail.
Je vous renvoie aussi à un livre intéressant, c'est la biographie de Henri Janson. Henri Janson est un scénariste qui a écrit de très très beaux textes, notamment de dialogues de scénarios. Et dans sa biographie, je crois que ça s'appelle 70 ans d'adolescence ou de jeunesse, je ne sais plus comment elle s'appelle, Janson, il raconte comment son père a trimé au travail 12 heures par jour à l'usine. Et il disait, mais à l'époque, ceux qui travaillaient autant, finalement, ils étaient fiers de leur travail parce qu'ils avaient l'amour de leurs outils. Et on était effectivement avec ces producteurs non capitalisés, le capitalisme n'avait pas encore fait ses ravages, où on pouvait être artisan, on pouvait être même ouvrier, sentir qu'on produisait de la valeur sans avoir des actionnaires qui décident de tout en bout de chaîne et sans avoir cette financiarisation du travail. Et donc, mon père a pu tenir 12 heures par jour pendant des années en étant heureux, en sifflotant lorsqu'il rentrait du travail, en étant épanoui. C'est quand même paradoxal. Eh bien non, parce qu'il avait l'amour de ses outils. Et voilà ce qu'on a enlevé finalement aux êtres humains, l'amour de leurs outils. Et aujourd'hui, ils travaillent avec leur peau, avec leurs fibres émotionnelles. C'est ça la prostitution au travail. C'est qu'on ne travaille plus avec des outils, on travaille avec ce que l'on est. Et on est jugé dans ce que l'on est. Et c'est ça les burn-out. Les burn-out, c'est d'être confronté à un manager pervers narcissique qui nous attaque sur ce que l'on est, qui change notre emploi du temps en fonction de ce que l'on est, et qui nous évalue sur ce que l'on est et non pas sur ce que l'on fait. C'est ça la prostitution au travail. Être dans l'être et non pas dans le faire. Nous devons réinventer tous ensemble le faire, avec de la passion, de l'amitié, du sens et de l'autogestion. Et je pense qu'après, c'est chacun dans vos corps de métiers différents, en dialoguant, en négociant ensemble, en cessant de s'émouvoir de réformes qui ont mis des années à arriver et de profiter d'une réforme instrumentalisée pour tout d'un coup s'émouvoir et dire c'est dégueulasse. Et surtout, ce que je ne répéterai jamais assez dans les balbutiements, sortir de la jérémiade. Si c'est dur, si ça vous rend triste, si ça vous met au bord du gouffre, ça veut dire que vous devez changer quelque chose et non pas vous plaindre, mais changer quelque chose. La jérémiade doit être le prélude à une néo-résistance qui change les donnes et dans la solidarité. Et donc ça, c'est très important de voir que l'opposé de nos balbutiements, l'opposé du verbe balbutier qui, du coup, est redéfini dans la langue française grâce à notre expérience de dialogue dissymétrique mais passionnant, eh bien, c'est la plainte. Balbutier et se plaindre, voilà deux verbes opposés. C'est la jérémiade, l'opposé du balbutiement. Peut-être que nous ferons un jour, par pure expérimentation, une jérémiade numéro 1 ou numéro 2. Un exercice de plainte où nous allons, comme le voulait Unamuno, Miguel Unamuno, philosophe espagnol, pleurer en commun nos malheurs. Et je pense que si au travail on commençait à dire ce qui n'allait pas et ce qui allait en commun, on commençait à s'intéresser aux êtres humains, indépendamment de leur fonction et de leur grade et de leur statut, aux êtres humains qui sont autour de nous, si on pouvait comprendre le travail comme une immense connexion humaine, gorgée d'amitié possible et de complicité, je pense qu'on irait au travail avec le pied léger, on rentrerait du travail en ayant presque fait une thérapie sur soi, tellement travailler nous ferait avancer dans la vie, et surtout, on trouverait avec notre libido de quoi danser des valses érotiques et sensuelles, autrement plus excitantes que la pornographie et les prothèses connectées à tous les hommes pour les traire. Traire les hommes, voilà ce que fait le travail aujourd'hui et voilà ce que fait la pornographie. Leur extraire leur énergie sans qu'ils puissent être responsables de leur propre productivité. C'est ça l'infantilisation. Merci mes amis, je vais lire avec délectation dans l'heure qui vient tous vos commentaires. C'est une vraie passion, ça me nourrit, ça m'enrichit. C'est une façon de me connecter à en moyenne 150 personnes qui étaient connectées dans ce balbutiement. Je vous propose un prochain balbutiement thématique. N'hésitez pas à proposer vos thèmes et puis je vais les étudier, on va les décider ensemble, on décidera de l'horaire aussi ensemble. Et puis le prochain balbutiement, il aura lieu quand? Il aura lieu dans un temps non précisé. J'en ferai un à Prague, je vais aller à Prague découvrir cette magnifique ville et j'essaierai de faire un balbutiement connecté à la ville, mais c'est pas encore gagné. J'ai besoin de miel pour vous dire au revoir quand même parce que il me faut ma dose de sucre dans le cerveau.
Voilà, je vois que le débat est lancé. Partagez ce balbutiement sur vos murs, sur vos pages Facebook, sur vos Twitter, sur vos LinkedIn, je ne sais pas où. Partagez ce balbutiement qui, je l'espère, fera un peu bouger les choses. On était dans un vrai débat, une vraie coordination de ce qui s'est dit. Je pense que ça intéressera les gens de voir et l'exercice et le contenu de l'exercice. Donc voilà, n'hésitez pas à faire venir du monde dans nos exercices savoureux. Merci à tous. Je vous souhaite plein de courage pour demain, si une journée de travail s'esquisse. Je vous souhaite de rester informé de tout ce qui se fait en néo-résistance en rejoignant le groupe sur Facebook Néo-Résistance avec un hashtag et partagez vos posts avec le hashtag Néo-Résistance pour faire bouger les lignes. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Gardez la pêche, gardez le sourire et gardez votre désir intact. Créez des nouvelles amitiés au travail. Développez un peu la passion, c'est elle qui sauvera le monde. Merci, à bientôt.